Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Gotchard. Une émission Gotchard, pas de S cette semaine, puisque je vais faire l'émission tout seul. William est en partie en Asie pour réaliser quelques trucs professionnels. Donc, évidemment, il y aura probablement l'opportunité de voir des voitures là-bas qu'on ne voit pas ici. Ce sera une émission qui va être beaucoup consacrée aux essais routiers, puisque j'en ai 3 à vous parler. 3 essais qui sont assez différents, je dois vous le dire. On va aussi parler, bien sûr, d'un sujet parce que depuis quelques heures, au moment où j'enregistre, il y a eu tout un débat autour de la piste Saner à Saint-Pie. Et comme on est de la région, évidemment, ça nous concerne et je pense que ça concerne pas mal de monde. Donc, on va en parler un peu. Et une émission Gotchard ne serait pas complète sans quelques nouvelles un peu farfelues. Mais cette fois, c'est pas William qui va vous les faire, c'est moi. Donc, vous en aurez aussi à la fin de l'émission. Mon nom, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchard. Alors oui, ça a été des semaines un petit peu chargées au cours des derniers temps parce qu'on a fait beaucoup d'essais en peu de temps. On aura d'ailleurs l'opportunité d'en reparler puisqu'il y en a que j'ai pas encore tout à fait terminé. Malgré tout, il y a des essais dont je voulais vous parler et le premier, c'est celui de la Chrysler Pacifica 2027. Et vous dites, ouais, mais la Chrysler Pacifica, les minivans, c'est passé de mode, il n'y a plus personne qui en veut. Et la réalité, elle n'est pas tout à fait dans ce monde-là, puisque, selon les gens de Chrysler, c'est probablement le segment qui actuellement progresse le plus rapidement. En fait, on nous dit que depuis l'année dernière, les ventes ont augmenté d'à peu près 10% dans le segment des minivans. Vous remarquerez que j'utilise le mot minivan, j'aime pas le mot mini-fourgonnette. Pour moi, une fourgonnette, c'est quelque chose avec lequel on transporte du matériel. J'aime mieux opter pour minivan qui fait une approche plus familiale. Dans ce cas-ci, dans le cas de la Chrysler Pacifica, on va se dire les vraies affaires, on n'a pas réinventé la roue. Il faut rappeler que la Pacifica, en fait, la minivan, c'est une invention de Chrysler au milieu des années 80. 1983-1984, on a sorti ce qu'on a appelé l'Autoboku, qui était bien sûr la minivan que tout le monde voulait avoir. C'était la première du genre avec les portières coulissantes. Un élément très pratique pour les familles et ça a connu vraiment un bon succès. Par la suite, au fil des années, c'est devenu un peu moins populaire. En fait, on n'était vraiment pas cool quand on conduisait une minivan et les gens, les achetaient un peu par dépit parce qu'il y avait des enfants et ils se sentaient obligés de conduire ce type de véhicule alors qu'ils auraient préféré d'autres choses. C'est de là que naît probablement la mode des VUS. Au fil des années, les VUS sont devenus extrêmement importants, mais il semble que les minivans n'ont pas dit leur dernier mot, même si plusieurs compagnies ont abandonné le segment. Ford n'en fait plus, par exemple, GM n'en fait plus non plus. Bref, il y en a quelques-unes comme ça qui n'en ont plus. Parmi les principaux producteurs de minivans, on va parler de Honda avec sa Odyssey, même si on nous a dit que la voiture ne serait pas révisée avant plusieurs mois, voire plusieurs années. On parle de Kia avec le Carnival, qui est vraiment un bon succès et qui est un des véhicules qui est actuellement parmi les plus populaires du segment. Il y a Toyota, bien entendu, avec la Sienna. Et il y a Chrysler qui nous propose 2 modèles, la Grande Caravane et la Pacifica. On va régler tout de suite le cas de la Grande Caravane, qui était auparavant une Dodge. Elle s'appelle Grande Caravane au Canada, elle s'appelle Voyageur aux États-Unis. On a voulu préserver le nom pour préserver l'historique et les ventes. On a aussi préservé le véhicule intégralement, c'est-à-dire que pour 2027, c'est une minivan qui ne change absolument pas, donc elle sera identique à ce qu'elle était et aucune modification ne sera faite à ce véhicule-là. Dans le cas de la Pacifica, en revanche, on a quelques changements qui sont purement esthétique. C'est-à-dire qu'on n'a rien changé à l'intérieur, je vais y revenir, mais on nous propose un véhicule dont la partie avant a été considérablement remaniée. Les phares sont beaux, on a changé le logo Chrysler, l'espèce d'aile qui s'étire. Il est magnifique maintenant, il est beaucoup plus moderne, rétro-éclairé. L'éclairage fait pleine largeur. Les blocs optiques de chaque côté sont magnifiques. On a des projecteurs en bas qui donnent le meilleur éclairage. Même chose dans la partie arrière. Bref, on a vraiment joué avec le design.
On a d'ailleurs eu l'occasion au lancement de discuter avec la designer qui nous expliquait qu'elle s'était inspirée d'anciens prototypes que Chrysler avait proposés au fil des années, donc beaucoup plus aérodynamiques, pour essayer d'arriver avec quelque chose de plus moderne. Mais, on va se dire les vraies choses, du côté de Chrysler, on n'a pas voulu investir des millions de dollars dans la réorganisation de la Pacifica, puisque c'est possiblement un modèle qui va changer rapidement et dans lequel il y aura des évolutions. Donc, on a gardé exactement la même plateforme, la même motorisation, le moteur V6 3.6 Pentaster qui fait 287 chevaux, 262 livres-pieds de couple, jumelé à la boîte automatique que l'on connaît bien, qui a eu des problèmes au début de sa naissance, je vous dirais, mais qui depuis s'est amélioré et répond vraiment très bien pour avoir roulé plus de 300 km à bord. Sincèrement, j'ai bien aimé effectivement la réponse, tant en accélération qu'en rétrogradation. Le 3.6, c'est un moteur connu, c'est un moteur durable, grogneux quand on accélère, il n'aime pas nécessairement qu'on le pousse un peu fort, mais malgré tout, c'est un véhicule qui va bien dans l'ensemble et qui est bien équilibré. La beauté de la minivan, notamment de la Pacifica, bien entendu, c'est sa polyvalence. Pour justifier cette polyvalence, on va vous parler notamment du Stow and Go, le fameux système de rangement dans le plancher où on peut dissimuler des trucs si l'on veut, mais qui nous permet aussi aisément de cacher tous les sièges dans le plancher et donc de dégager un vaste espace de chargement qui permet même d'impliquer à bord une feuille complète 4x8. Donc, rares sont les VUS, rares sont les véhicules, en fait, où on peut faire ça. Par la suite, bien entendu, on a un véhicule qui est disponible en 7 ou 8 passagers selon la configuration, véhicule qui s'est avéré confortable. Nous, on avait la version la plus haut de gamme, bien entendu, c'est souvent le cas. Donc, siège capitaine en deuxième rangée, siège de cuir, nouveau cuir, bleu agave, avec des nouvelles surpiqûres plus raffinées. C'est pas mal le seul changement qu'on a fait à l'intérieur. Parce que pour tout le reste, on a conservé le même système d'infodivertissement, le Uconnect, qui va super bien, là. La question n'est pas là, c'est un système qui est facile, qui est ergonomique, qui est pratique. On aurait aimé cependant que l'écran soit un peu plus grand parce qu'on a conservé le petit écran d'origine, mais on nous a expliqué que les coûts de développement pour augmenter l'écran étaient, disons, abusifs et qu'on ne voulait pas se lancer là-dedans. Malgré tout, ça va bien, c'est efficace. La planche de bord, les cadrans devant le conducteur sont particulièrement jolis, c'est assez réussi. Moi, j'aime beaucoup, surtout avec l'éclairage, c'est vraiment très beau. Je pense que c'est une belle réussite, donc on n'avait pas à changer ça. Les sièges sont correctement confortables. Dans la partie arrière, ce que nous, on avait bien entendu, c'est la balayeuse. Il y a une balayeuse intégrée sur les versions haut de gamme. On avait aussi les écrans, donc le fameux Uconnect Theater quand on l'a lancé. Ce sont 2 écrans qui sont disponibles aux 2 places arrière. On peut, écoutez, on a même un lecteur Blu-ray DVD à l'avant. On peut donc diffuser les films à l'arrière, mais on peut aussi utiliser les jeux qui sont déjà embarqués ou brancher ses propres consoles ou son propre téléphone, bien entendu, pour streamer nos préférés. Et on peut même utiliser le Fire Stick pour être capable d'aller regarder des posts en direct. Donc, un système d'infodivertissement qui est vraiment conçu pour amuser les gens qui sont derrière et qui rend la chose beaucoup plus agréable quand les parcours sont un peu longs. L'accès à bord, évidemment, c'est la grande force des minivans. Les portières coulissantes électriques, ça c'est génial. C'est un système qui va très bien, que l'on peut contrôler avec la télécommande, que l'on peut contrôler du siège avant. C'est facile, ça ne prend pas d'espace dans un stationnement. Vous arrivez les mains pleines, vous utilisez tout simplement votre clé et ça fonctionne. Vous voulez faire embarquer les enfants, c'est facile. L'accès à la 3e rangée l'est tout autant. Bref, c'est vraiment un élément intéressant au niveau de la polyvalence et du côté pratique. Le petit bémol, en fait, c'est que dans le cas du Pacifica, il est disponible en version 2 roues motrices ou en version rouage intégral. Vous allez devoir payer 5 000 $ pour l'option du rouage intégral sur les versions qui l'offrent. C'est beaucoup d'argent, surtout que la version que nous, on essayait, elle était à plus de 72 000 $. Pour vous situer, la Grande Caravane, qui est l'entrée de gamme la moins équipée, est à 49 000 $. La Chrysler Pacifica est au milieu de 52 000, 53 000 ou à peu près, et va jusqu'à 72 000 $. Du côté de Chrysler, on nous dit, écoutez, on a fait un effort au niveau des prix, et c'est vrai, on a baissé certaines versions jusqu'à 7 200 $.
ce qui est parfaitement exact. Et je ne vous ferai pas la déclinaison de la totalité des versions avec les prix, là, c'est un peu fastidieux pour rien. Mais quand on compare avec les autres, c'est vrai que la plus élevée à 72 000 est l'une, sinon la plus chère de tout le segment. Elle est bien équipée, elle arrive avec plein d'éléments, c'est vrai, mais elle est quand même assez dispendieuse. En revanche, quand on regarde les versions un peu inférieures, là, on est définitivement plus compétitif avec ce qui se fait ailleurs. On n'a pas le véhicule le plus moderne à l'intérieur, c'est vrai, mais c'est largement suffisant comme technologie, ce dont on dispose. On n'a pas besoin de plus que ça. Et honnêtement, moi, j'ai bien aimé. J'ai toujours aimé le Pacifica, donc je n'ai pas été déçu, même si oui, c'est vrai que les autres sont plus modernes. Ma seule grande vraie déception pour le Pacifica, c'est l'abandon de la motorisation hybride branchable. Moi, j'avais eu l'opportunité d'essayer il y a une couple d'années ce véhicule-là en hybride branchable et j'avais été très impressionné de la consommation et de la façon dont la voiture récupérait l'énergie. J'avais parcouru 1500 km, dont 500 en mode 100% électrique, pour une consommation moyenne de 6,4 litres au 100. Évidemment, on est beaucoup plus élevé que ça dans la version à essence actuelle. On est à 12,4, nous dit-on, en ville. Moi, je vous dirais qu'on a fait une moyenne qui est d'à peu près 10,8, 10,9 et même un peu plus dans certains cas. Donc, c'est pas nécessairement sa plus grande force, mais évidemment, du côté de Crosser, on nous dit qu'il y aura toutes sortes d'éléments. Actuellement, vous l'aurez remarqué, l'électrification, c'est pas la grande force du côté de Stellantis. Donc, ça explique qu'on a abandonné cet élément-là de la Pacifica. En revanche, est-ce que c'est un bon véhicule? Totalement. Est-ce qu'il est un peu en retard sur les autres? Non, pas vraiment. Oui, il y a des choses qu'on aurait aimé un peu rajeunies. Je vous reparle de l'écran et de ce qui va avec. Mais dans l'ensemble, pour les besoins de la cause, c'est un véhicule qui est tout à fait efficace et qui fait le travail. Alors, allez la voir, la Chrysler Pacifica 2027, je vous le dis, si vous entrez à bord, vous ne verrez aucun changement, ou à peu près pas, mais quand vous allez regarder le véhicule de l'extérieur, vous allez voir qu'il est bien réussi, beaucoup plus moderne, avec un nouveau choix de jantes. Bref, un véhicule qui mérite la considération. Je l'ai toujours aimé, je continue de l'aimer. Dans un tout autre ordre d'idée, on s'en va vers un véhicule qui est extrêmement populaire, c'est le Kia Seltos. Kia Seltos 2027, qui lui aussi fait son entrée à peine chez les concessionnaires et qu'on a eu l'occasion de l'essayer dans la région de Québec. Écoutez, c'est un petit véhicule urbain, oui, un peu dynamique, fait un petit peu pour aller à l'extérieur, mais c'est vraiment un véhicule qui se veut beaucoup plus polyvalent. Seltos, d'ailleurs, je ne le savais pas, c'est le deuxième plus vendu du côté de la famille Kia. C'est un véhicule qui est très populaire et on comprend pourquoi. Moi, je n'aimais pas l'ancienne version parce que je trouvais qu'il était extrêmement bruyant. J'aimais le style, j'aimais le look, mais je trouvais qu'il était mal insonorisé et que c'était pas tout à fait à la hauteur de ce à quoi on s'attendait. On a considérablement amélioré cet aspect-là avec le nouveau Seltos 2027, où on a plus de matériaux insonorisants. On a donc un véhicule qui est beaucoup plus silencieux et beaucoup plus agréable en conduite. En termes de look, écoutez, on a complètement changé le design. Le nouveau 2027, il est plus haut, plus long, plus large, un empattement 60 mm plus long, donc ça permet évidemment d'avoir plus d'espace dans l'habitacle. On a augmenté aussi l'espace de chargement jusqu'à 786 litres quand on est derrière la banquette, mais à 1817 litres une fois qu'elle est rabattue. Donc, c'est dans la catégorie un de ceux qui dominent. Bien que des véhicules comme le Kia Sportage notamment soient plus imposants. Mais encore une fois, il faut savoir, est-ce qu'on veut un Seltos ou on veut un Sportage? Ce sont deux véhicules qui sont des VUS compacts, mais honnêtement, ils vont être compétitifs, je vous dirais, en termes de prix ou à peu près, mais ont des personnalités vraiment, vraiment différentes. Évidemment, à l'intérieur, on se retrouve directement dans ce qu'on connaît bien du côté de chez Kia. Écoutez, on n'est pas dans quelque chose de très, très élaboré. C'est-à-dire que si vous avez déjà conduit un Kia, vous allez vous retrouver très facilement. L'écran central, 12,3 pouces. Le tableau de bord qui est aussi du même acabit. Vraiment, c'est facile de s'y reconnaître, c'est facile de le faire fonctionner. Petit levier de vitesse central, ce qui est un peu surprenant, mais en revanche, on aura des versions hybrides qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Et là, le levier sera directement sur la colonne de direction, comme c'est le cas des autres véhicules du côté de chez Kia.
Le look extérieur, écoutez, c'est un peu inspiré de ce qu'on a fait du côté des véhicules électriques de Kia. Donc, assez carré, mais ça donne vraiment une personnalité différente. Je trouve qu'il est mieux réussi. Il y a une espèce de ligne latérale qui donne vraiment beaucoup plus de dynamisme. Des poignées rétractables, ça c'est étonnant parce qu'on pensait que c'était pour disparaître, mais ça arrive. Et bien entendu, des signatures lumineuses qui sont tout à fait distinctives du côté de Kia, parce que ce sont des véhicules que l'on voit, quand on les voit venir de loin, on remarque facilement là, à ce moment-là que c'est un Kia parce que l'éclairage, il est unique. Sur la route, ben écoutez, nous, on a essayé le modèle d'essai le plus élevé, donc turbo 1.6 litres de 190 chevaux, pardon, avec une boîte automatique 8 rapports. C'est le même moteur que sur l'ancienne génération. En revanche, il a perdu 5 chevaux parce qu'on a augmenté les capacités d'émission. Donc, on a diminué plutôt les émissions polluantes et on ajoute des trucs antipolluants. Donc, à ce moment-là, ça réduit un petit peu la vitesse. Le poids aussi est un problème, mais un problème. C'est-à-dire que c'est un véhicule qui a grossi, qui s'est alourdi un peu. C'est pas le véhicule le plus dynamique au monde. L'ancien Celtos était définitivement plus radical. Pour le moment, celui-là, ben, en conduite, on s'est promené dans la région de Québec. Ça a été agréable. Je vous dirais qu'on a eu l'opportunité de faire des choses, de se promener, d'essayer sur des routes de campagne comme sur l'autoroute. Ça va bien, ça fait un bon travail, mais on sent qu'il y a du mou dans les suspensions, là. L'idée étant qu'on a voulu surtout faire quelque chose qui était proche je vous dirais, de la polyvalence familiale. C'est ça qu'on voulait. Même s'il y a un rouage intégral, même si on a toutes sortes de fonctions qui nous permettent, nous dit-on, d'aller se promener dans les sentiers un peu difficiles, on s'entend pour dire que ce n'est pas la mission ni l'intérêt de la part de Kia avec son Seltos de l'envoyer hors route, même si la version qu'on avait était la version, dit-on, X-Line. En fait, le vrai nom, c'est Kia Seltos X-Line Limited. Oui, c'est celui qui est le plus hors route, mais objectivement, on n'est pas là pour s'en aller grimper l'Everest. Ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas. Donc, en général, c'est un véhicule qui est bien pensé, qui est solide, et c'est ça qui m'a beaucoup marqué, la qualité de l'assemblage. On le sent solide, peu importe l'environnement, peu importe là où on roule, on sent que c'est bien assemblé. Même si je vous ai dit que les suspensions étaient molles, on ne ressent pas dans la carrosserie autre chose que vraiment, oui, un certain transfert de poids, notamment au freinage, là, où le nez plonge pas mal, mais dans l'ensemble, on sent que tout ça est bien cohérent et bien solide, bien polyvalent. C'est un beau petit véhicule qui est fort intéressant. Les prix sont à peu près similaires, un petit peu plus élevés que l'année dernière, mais dans l'ensemble, ça va bien. Vous n'achetez pas le Seltos pour le plaisir de conduite et pour les sensations incroyables qu'il vous procure. En revanche, vous avez un véhicule qui est extrêmement polyvalent et qui est joli, qui est très beau même. Je trouve qu'il est beaucoup amélioré. Alors, allez voir ce Seltos-là. Il a des défauts, mais c'est un petit véhicule compact qui pourrait très bien répondre à votre demande. Et honnêtement, c'est une amélioration par rapport à ce qu'il était, donc je n'ai aucune hésitation avec ce véhicule-là. Troisième essai qui, lui, est un peu particulier parce que c'est un véhicule que vous n'avez probablement jamais vu sur la route et dont vous verrez bien peu probablement d'unités parce que c'est un véhicule qui n'a rien à voir avec ce qu'on conduit d'habituellement. En fait, c'est le véhicule qui s'appelle le Ineos Grenadier, un véhicule qui vient tout juste de faire son apparition au Québec, même s'il était vendu depuis 1 an ou 2 déjà dans la région de Toronto. Il s'agit tout de même d'un véhicule assez unique parce que c'est un véhicule, en fait, dont la mission est clairement d'aller dans les extrêmes, notamment au niveau du hors-route. L'idée, c'est qu'on a voulu, au moment de la création de ce Grenadier, remplacer le Defender parce que Land Rover avait décidé d'abandonner ce véhicule-là. Le propriétaire d'une entreprise pétrochimique, Jim Ratcliffe, a fait une offre à Land Rover en disant « Écoutez, moi, je vais vous racheter les droits du Defender, puis je vais continuer de le commercialiser. » Ce que Land Rover a refusé. Évidemment, on a compris pourquoi, puisque quelques années plus tard, ils ont ramené un véhicule qui s'appelle Defender et qui est beaucoup plus moderne, dont on vous a déjà parlé à quelques reprises d'ailleurs, et qu'on a essayé et qui, ma foi, est très bien réussi, mais c'est un autre monde, clairement.
Ah, M. Radcliffe ne s'en est pas laissé imposer. Et un jour, alors qu'il était assis dans un pub à Belgravia, euh, le pub s'appelle Grenadier d'ailleurs. On ne sait pas dans quel état d'ébriété il était, mais il a effectivement, avec des amis, élaboré un plan parce qu'il disait il faut remplacer le Defender, ça nous prend quelque chose d'autre pour le remplacer. Alors il a pris effectivement des papiers et il a dessiné ce qu'il voulait comme véhicule et ça nous a donné l'Ineos Grenadier. Ineos étant le nom de la compagnie pétrochimique dont M. Radcliffe est le propriétaire et vous aurez compris qu'il n'y a pas trop de problèmes financiers. D'ailleurs, il semble que quand vous allez au pub Grenadier, on a gardé les esquisses et qu'elles sont toujours encadrées au mur pour donner vraiment une idée de ce à quoi ressemblait l'idée, l'idée de base. Grenadier, l'Ineos Grenadier, c'est un véhicule assez particulier parce que c'est un véhicule, je vous dirais, germano-britannique-français. L'idée, c'est que c'est un vrai véhicule dont la silhouette s'inspire du Defender, n'est pas sans rappeler celle du Mercedes Classe G, donc un véhicule extrêmement imposant qui a d'énormes dimensions en passant, là, je vais avoir l'occasion d'y revenir. M. Radcliffe, lui, c'est Sir Jim Radcliffe, c'est un monsieur britannique qui a décidé donc de se lancer là-dedans et qui s'est associé avec Magna Steyr en Autriche, avec BMW pour la motorisation et qui ont décidé de construire un véhicule en utilisant les technologies des autres notamment, dans une usine, dans l'usine Smart à Hambach en France. C'est donc un véhicule qui a fait le tour de plusieurs pays avant d'en arriver à une conclusion. Et là, on arrive avec un véhicule qui a vraiment une personnalité assez unique. Écoutez, c'est ce qu'on appelle là, il s'appelle le Grenadier Station Wagon ou le Quartermaster, qui est une version pick-up du même véhicule. C'est propulsé par un moteur BMW, je vous l'ai dit. C'est un véhicule d'abord au look. Honnêtement, j'ai été un petit peu déçu. Bon, ça, il faut que je vous le dise. Là. Quand on a des véhicules de cette nature-là, normalement, ça attire beaucoup l'attention. Or, je me suis rendu compte que pour les gens ordinaires, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des fans finis d'automobile ou, pire encore, qui ne sont pas des fans finis de hors-route et de Jeep, ben oui, le véhicule était impressionnant, même s'il était rouge, même s'il y avait un design particulier. Mais les gens ne se retournaient pas autant qu'auparavant avec d'autres modèles, disons, aux connotations plus sportives. On est vraiment dans un véhicule qui a attiré l'attention des spécialistes. J'ai plein de gens de Jeep qui sont venus me voir pour me poser des questions, mais monsieur et madame tout le monde étaient moins intéressés par le véhicule. Sous le capot du Grenadier, c'est le moteur BMW 6 cylindres en ligne turbo 3 litres qu'on connaît bien, 282 chevaux, 332 livres-pieds de couple, avec une boîte automatique ZF 8 rapports, un vrai système 4 roues motrices, vous l'aurez compris, avec des gammes hautes et des gammes basses qui vous permettent d'aller à peu près n'importe où. Et c'est vraiment particulier parce qu'on est dans un véritable camion, un véhicule qui est construit sur un châssis échelle et non pas sur quelque chose de monocoque. Là. Donc, on est dans quelque chose d'hyper solide. Ajoutez à ça des portes qui sont en acier. On n'est pas dans quelque chose, je dis en acier, là, mais on est vraiment dans un véhicule dont la solidité est sans reproche. C'est ça qu'on a voulu faire. On a misé un peu plus sur la solidité que sur je vous dirais, l'allègement. On a voulu vraiment créer quelque chose qui serait capable de nous amener n'importe où. Alors, le châssis est solide, les pièces de carrosserie sont extrêmement solides aussi. C'est ultra robuste, c'est ultra résistant, mais attention, c'est pas nécessairement pour tout le monde, parce que ça amène certains compromis. Le premier compromis en est un, bien entendu, d'accès à bord. Pour s'y rendre, ben c'est oui un peu compliqué, il faut l'avouer. Il y a un petit marchepied optionnel qui vous permet de vous glisser à bord, mais il faut vraiment faire attention, surtout quand on descend, là, c'est un peu glissant si vous avez fait de hors-route et qu'il y a de la boue, c'est pas si simple que ça. À bord, on est dans un véhicule qui est particulièrement différent, je vous dirais. On s'inspire vraiment quasiment d'un tank ou d'un avion. C'est-à-dire que vous avez le tableau de bord, vous avez au centre les boutons pour système d'infodivertissement et tout ce qui va avec. Vous avez un petit écran surélevé, et ça, c'est une des déceptions. L'écran de recul, notamment, il est minuscule et d'une qualité
excessivement douteuse. Et pour un véhicule en route, ben, on n'a pas imposé les autres caméras que l'on retrouve beaucoup chez d'autres fabricants. Par exemple, les fameuses caméras qui nous permettent de voir où on s'en va, caméra 360, il n'y a pas ça sur le Grenadier. On aurait bien aimé. En revanche, on a un affichage assez facile de toutes les fonctions hors route, incluant bien sûr l'angle d'attaque et tout ce qui vient avec. Parce que c'est un véhicule aux capacités assez extrêmes, il faut le dire. On a voulu vraiment créer quelque chose d'assez particulier avec ça, qui nous permet d'aller à peu près n'importe où. Bien sûr, la puissance est là, on est là-dedans, mais on est surtout capable d'aller à peu près n'importe où, dans n'importe quel type de sentier, parce que c'est fait pour ça, bien sûr, avec l'intégrale, avec un angle d'attaque de 35,5 degrés à l'avant, 36,1 degrés à l'arrière. On a une garde au sol de 26,4 cm, mais on a un petit bouton de passage à gué qui nous permet d'aller jusqu'à 80 cm d'eau. D'ailleurs, ce petit bouton, il est localisé dans le plafond. Et le plafond lui-même mérite considération parce qu'il est garni de différents boutons qui permettent, bien sûr, là, de verrouiller les différentiels, qui nous permettent d'aller dans des conditions extrêmement difficiles. C'est l'objectif, c'est le but. On a aussi un différentiel central plus différentiel avant et arrière qu'on peut verrouiller. On a aussi une tonne d'équipements auxiliaires. On a bien sûr un treuil à l'avant, mais on peut installer des lumières. On a tout un système électrique. Tout ça est contrôlé au plafond. On a presque l'impression de se retrouver dans un habitacle de tank ou d'avion, littéralement. Et c'est vraiment un véhicule qui en impose, si vous voulez, par cette fonction-là. Là où il y a un petit problème, c'est pas un problème en fait, c'est qu'on a vraiment voulu jouer la carte maximum hors route. Et pour faire ça, ben, on a joué avec des suspensions qui sont adaptées aux conséquences, bien entendu. Mais c'est la direction qui est un petit peu dérangeante. Parce qu'on a fait ce qu'on avait fait avec l'ancien Classe G, c'est-à-dire qu'on a une direction à billes recirculantes. Normalement, on a une direction à crémaillère, mais dans ce cas-ci, c'est une vieille technologie, moins précis qu'une véritable direction à crémaillère. Quand on fait un virage un peu serré, le rayon de braquage n'est pas si simple que ça, surtout quand on est sur l'asphalte. C'est pas si simple de garder le véhicule en ligne droite. Et une fois qu'on a fait qu'on a viré, il faut s'assurer de ramener le volant parce qu'il ne revient pas tout seul, ce qui fait que vous avez tendance surtout les premiers jours où je l'ai conduit, à survirer en abondance, alors qu'évidemment, c'est pas ce que l'on souhaite. On souhaite plus de précision. Évidemment, moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait pu aller n'importe où. Je suis allé me promener un petit peu dans le bois, dans la boue, et j'ai adoré l'expérience. Sur la route, ben, on est évidemment moins dans le confort et le raffinement. D'ailleurs, il y a peu de raffinement à bord. On a volontairement gardé les choses à leur plus simple expression. Oui, bien entendu, il y a des systèmes embarqués, Apple CarPlay, Android Auto, tout ça va bien, mais d'un autre côté, il n'y a pas de siège ventilé, même si on est dans un véhicule qui vaut plus de 100 000 $. Donc, tout l'aspect vraiment luxe, on est un peu moins tourné vers ça du côté de l'Ineos Grenadier. C'est donc un véhicule qui est conçu véritablement pour le hors-route. Les matériaux intérieurs sont faits pour être faciles à nettoyer. L'espace de chargement arrière avec une double porte. Et là, c'est particulier parce que la porte du haillon arrière s'ouvre en deux, 70-30 et non pas 50-50. Donc, ça permet d'avoir accès à une petite partie si vous en avez besoin, mais vous devez essentiellement ouvrir les deux portières quand vous en avez besoin de l'espace complet. Il y a un bon espace de chargement, 3500 kg de capacité de remorquage, c'est amplement suffisant pour les besoins. Petit volant qui se prend bien en main, deux vitres au plafond, ce qu'on appelle des toits Safari. C'est vraiment fait pour être ouvert, mais pas enlevé complètement. Ça donne vraiment un look particulier dans l'habitacle. Donc, dans l'ensemble, c'est vraiment un véhicule qui a une personnalité unique. C'est un véhicule qui est conçu pour aller hors route. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas nécessairement de l'amener, je vous dirais, dans les zones les plus raffinées urbaines. On est vraiment dans un monde où on veut vous amener vivre l'aventure avec l'Ineos Grenadier. C'est le digne successeur du Defender. Est-ce qu'il y aura une fiabilité à toute épreuve? Ben écoutez,
On a quand même fait appel à des mécaniques connues, à des systèmes connus, à des compagnies aussi qui sont connues. Le problème, ben, pour le moment, c'est qu'il n'y a qu'un seul concessionnaire qui est à Laval, donc on n'est pas tout à fait dans le bon circuit, mais évidemment, ce sera difficile. Je vous le dis, on parle de 110 000, 115 000 à peu près. Le prix de base est à 100 000 99 000 quelque chose, mais évidemment, on veut tous ajouter des options. Donc, le Grenadier, c'est un véhicule unique, c'est un véhicule particulier, c'est un véhicule que j'ai beaucoup aimé conduire, mais qui s'adresse vraiment à une clientèle particulière. Et je vous le dis, les gens qui sont moins intéressés par le hors-route n'ont pas été impressionnés, mais tous ceux qui connaissent le hors-route sont venus voir et ont été fortement impressionnés par la qualité du véhicule. Dernier bémol, comme on a utilisé des matériaux solides pour les portières et les pièces de carrosserie et qu'on a voulu rendre l'habitacle à peu près imperméable à l'eau, on a mis un double joint d'étanchéité aux portes, ce qui fait que toute la semaine, lors de mon essai, ben, j'ai dû à plusieurs reprises refermer la portière 2 fois parce que je ne la fermais pas assez fort. Ça prend un petit peu de bras pour être capable de le faire de façon efficace. Mais c'est un véhicule qui, honnêtement, est unique en son genre. C'est pas le véhicule, c'est un véhicule qui brasse sur autoroute. C'est un véhicule qui est assez bruyant. En plus, ben, écoutez, il y a des éléments en route, donc ça, évidemment, ça ne vous aide pas. Mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est un beau jouet, intéressant, mais il faut en avoir les moyens, bien entendu. Je vous ai promis qu'on parlerait de Sanair parce que c'est un dossier qui vient d'arriver dans l'actualité au cours des dernières heures. Écoutez, Sanair, c'est la piste à Saint-Pie-de-Bagotte qui est là depuis plus de 50 ans. Or, la municipalité a décidé de mettre une réserve sur les terrains parce qu'on veut y installer une polyvalente éventuellement et créer un secteur résidentiel. Il y a eu beaucoup de protestations de la part des amateurs de course. La ville a refusé de répondre aux questions des journalistes. Elle a simplement émis un communiqué en disant qu'elle n'avait pas acheté les terrains. Elle n'avait mis qu'une réserve et que ça leur donne de 2 à 4 ans pour négocier l'éventuelle expropriation de la piste Sanair. Évidemment, ça a soulevé un tollé du côté des amateurs et ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début. Il faut aussi savoir que c'est un projet qui est extrêmement embryonnaire. Personnellement, je trouve que la municipalité est allée très rapidement dans ce dossier-là. Oui, le centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe a bien dit qu'ils étaient favorables à l'obtention d'une polyvalente dans la région de Saint-Pie, mais il faut se rappeler certains détails. Saint-Pie, c'est une petite municipalité de 6 000 habitants qui est à 15 minutes de Saint-Hyacinthe. C'est vrai qu'à Saint-Hyacinthe, actuellement, on a déjà des écoles secondaires qui sont bien implantées. Et là, Saint-Pie voudrait faire la même chose, en avoir une chez eux. Mais écoutez, il n'y a personne qui s'est engagé à reconnaître Saint-Pie comme étant le lieu. Il n'y a pas un gouvernement qui s'est engagé à mettre les 300 millions de dollars nécessaires pour la construction de la polyvalente. Il n'y a aucune décision qui a été prise là-dedans. Il n'y a toujours pas... Il y aura toutes sortes d'études à faire. Ce n'est pas fait encore. Et ce qui m'étonne, moi, c'est que Sanair est à 1,2 km du village, dans un secteur qui actuellement est peu développé et surtout dans un secteur où les routes actuelles sont presque dangereuses et nécessiteraient vraiment une réorganisation. Alors, ce sera un dossier qui va valoir des centaines de millions de dollars, qui ne sera pas réalisé avant 7 ou 8 ans. Donc, je pense qu'on a lancé la pierre dans l'eau un peu rapidement du côté de la municipalité et ça a mis un peu tout le monde en maudit parce qu'on refuse de répondre et ça s'est fait de la façon la plus hypocrite possible, c'est-à-dire que la municipalité a utilisé la séance du début d'août, au moment où à peu près tout le monde est en vacances, et a listé une série de numéros de lots sans jamais mentionner que ça touchait Sanair. C'est des gens qui s'en sont aperçus, qui ont sorti la nouvelle, parce qu'autrement, ça aurait passé comme du beurre dans la poêle. Alors évidemment, on peut reprocher à la municipalité son manque de transparence et son manque d'ouverture dans ce dossier-là. On peut leur reprocher d'y aller un peu trop rapidement. Vous me direz qu'en revanche, c'est normal qu'une municipalité veuille grandir et souhaite avoir plus de services. C'est vrai, mais je pense qu'il y a des façons de faire les choses et la municipalité de Saint-Pie vient de nous faire la preuve qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre. On verra ce que ça va donner au cours des prochains mois, des prochaines semaines, mais pour l'instant, il y a un énorme mécontentement. Je vous rappelle quand même que ce n'est pas la première fois que l'on essaie de fermer Sanair. À l'époque, il y avait l'ancien promoteur Jacques Guertin qui s'était défendu bec et ongle pour empêcher la fermeture et avait gagné son point.
Et ce n'est pas la première fois qu'on essaie de fermer des pistes de course. Il y en a des tonnes qui sont fermées chaque mois aux États-Unis. Ça arrive fréquemment et il y a eu toutes sortes d'affirmations, mais je vous le dis, là, c'est dans toutes les régions. Au Texas, en Californie, en Georgie, il y a des pistes importantes qui ont été fermées parce qu'on voulait récupérer les terrains, parce qu'on vous disait que ça dérangeait les voisins. Au Québec même, la piste de Saint-Élie a dû aller en cours pour rester ouverte. L'autodrome Granby a dû faire des compromis. La piste du circuit Mont-Tremblant, c'est devenu un livre ça d'épais de règlement parce qu'il ne faut pas excéder le bruit. Donc, c'est tout ça à cause de poursuites des résidents. Pont-Rouge a eu ce genre de problème-là aussi. Bref, c'est une situation qui est fréquente. On va voir de quelle façon celle de Sonnerre va se dérouler. Mais honnêtement, je trouve qu'on est allé de très, très, très mauvaise façon de la part de la ville de Saint-Pie et on espère qu'ils vont être définitivement plus transparents dans l'avenir. Et là, on va passer à des petites choses un peu plus intéressantes. Quoique celle-là, j'avoue qu'elle me décourage un petit peu. Je ne sais pas si vous êtes un fan du nettoyage de voitures. Moi, pas vraiment, mais comme j'ai l'opportunité de changer régulièrement, j'ai souvent des voitures qui sont totalement propres. Fait que je les lave un peu pour les photos, mais c'est pas mal tout. En fait, il y a une étude qui a été faite et c'est un peu troublant parce que on passe souvent à la balayeuse, on va au lave-auto et on va prendre la balayeuse publique pour être capable d'aller nettoyer l'intérieur. Or, il semble qu'en fait, les fameuses balayeuses publiques soient les pires choses à utiliser. C'est donc une étude qui a été faite par Panda Hub et ce qu'on nous dit en fait, c'est que les fameuses balayeuses publiques sont en fait des potentiels dangers bactériens. Il y a beaucoup de cochonneries qui sont ramassées là. Les balayeuses ne sont pas nettoyées très souvent. On va vider, là, mais on ne nettoiera pas en profondeur. Donc, on se retrouve avec des bactéries, avec des excréments, des pièces d'excréments, toutes sortes de choses qui sont vraiment partout au niveau de la balayeuse. Des staphylocoques, la E. coli, entre autres, ont été trouvés dans les balayeuses publiques. On dit que ce sont les pires, d'ailleurs, celles qui sont là le plus souvent. Donc, en fait, l'idée, c'est que malheureusement, les balayeuses publiques pourraient être la pire affaire que vous pouvez faire pour nettoyer votre voiture et vous seriez peut-être mieux de ne pas la nettoyer du tout ou de la nettoyer avec votre propre balayeuse plutôt que d'aller avec ce genre de balayeuse-là. Donc voilà, si vous étiez en train de penser à nettoyer votre véhicule, pensez-y, faites-le chez vous. Et là, écoutez, rapidement, je suis tombé sur un article, bon, c'est un vieil article, mais je trouvais ça intéressant de voir, on a trouvé des noms que l'on trouvait un peu particuliers auprès des voitures. Je vais seulement vous en donner 4 ou 5, parce que je trouve ça toujours intéressant. Et honnêtement, écoutez, chez Renault, par exemple, on vous a parlé d'une petite voiture décapotable. Elle s'appelle la Renault Wind, la Renault Vent. Donc, on dit, écoutez, on n'a pas cherché beaucoup, bien entendu. Ma préférée, c'est probablement la Daihatsu Naked. C'est un petit K-Car vendu au Japon. Naked, évidemment, vous le savez, ça veut dire tout nu. Ce qui est particulier, c'est qu'effectivement, c'est la voiture qui, à peu près, n'a aucune option, donc est la plus dénudée possible à l'intérieur. Donc, évidemment, le nom s'appliquait particulièrement. On se moque un peu des vieux noms aussi avec la Dodge Dart édition Swinger. Et on dit, et bon, évidemment, je ne l'ai pas trouvé, mais on dit que ça a déjà servi dans les années 60 à faire la promotion d'endroits, disons, peut-être moins fréquentables pour tout le monde. Donc, ça s'appelait la Swinger et je trouvais que c'était particulier. Et enfin, le dernier, c'est une voiture qu'on devrait voir arriver peut-être bientôt, puisque c'est BYD, la compagnie chinoise. On le sait, ils ont la Seal, ils ont la Dolphin. Ils viennent de sortir la Seagull, donc la BYD Mouette. C'est pas tout à fait poétique comme nom. Les auteurs du texte disent, on espère que ça ne s'envolera pas et sa fiabilité avec elle. Et voilà, c'est ce qui met fin à cet épisode de Gotchard pour cette semaine, un épisode que j'ai fait en solo, parce que William était absent. On lui souhaite un excellent voyage. On espère qu'il va être en mesure de nous revenir et de nous parler un peu des véhicules qu'il a vus là-bas. Sur ce, bien sûr, je vous invite à vous abonner à notre podcast. C'est gratuit sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Je vous invite aussi à nous envoyer vos questions sur la page Facebook Gotchard Podcast. Et je vous dis, bonne route.
Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.